Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale énergie, notre dossier du jour sera consacré à la diversification des sources d'énergie au Cameroun. Au sommaire également en République démocratique du Congo, le dialogue politique entre dans le vif du sujet. Les discussions de ce mardi ont porté sur la place du président Joseph Kabila après le 19 décembre 2016 et puis adoption d'un nouveau code pénal au Tchad. Principale innovation, l'abrogation de la peine de mort et l'interdiction des mariages précoces. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Madame Marie-Thérèse Altermat, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Albouri Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en sociologie politique. Merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Sans oublier notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'info du jour. Majorité et opposition congolaise sont en conclave à Kinshasa sous l'égide des évêques catholiques. Objectif, trouver un consensus sur la gestion du pays après le 19 décembre 2016, date marquant la fin officielle du mandat de l'actuel chef de l'État Joseph Kabila. Deogracias Podo. À quelques jours de la fin officielle du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, l'Église catholique s'implique davantage dans le débat politique en République démocratique du Congo. D'un côté, l'opposition réunie autour du rassemblement avec à sa tête Étienne Tshisekedi exige le départ du chef de l'État au soir du 19 décembre, alors que pour la majorité, aucune sortie de crise ne peut être envisagée sans la prise en compte des conclusions du dialogue politique national qui prévoit l'organisation des élections en mars 2018. Face à cette tension, les leaders religieux veulent jouer la carte du consensus et aplanir les divergences. Nous n'avons pas de revendication, nous avons 4 dossiers. Le premier dossier, c'est le 19 septembre. M. Kabila est à son 2e et dernier mandat. Ça, on doit appliquer. Il doit quitter le pouvoir le 19 décembre. Après le départ de Kabila, s'ouvre un 2e dossier. Comment le pays sera-t-il géré après le 19 décembre? Il y a un 3e dossier, c'est le processus électoral, qui n'a rien à voir avec les deux. Et le dernier dossier, c'est le dossier des privilèges que M. Kabila souhaiterait qu'on lui accorde, éventuellement, comme ancien président de ce pays. Voilà les 4 dossiers sur lesquels nous sommes prêts à discuter. Selon les termes de l'accord politique signé par la majorité et une partie de l'opposition en octobre 2016, les électeurs congolais ne devraient pas se rendre aux urnes avant avril 2018. Un calendrier rejeté par l'autre partie de l'opposition qui souhaite que la présidentielle ait lieu avant fin 2017. La mission s'annonce difficile pour les prélats congolais qui ont créé un nouveau cadre de discussion avec les différents protagonistes de la crise. Les participants à ce dialogue auront à travailler au sein de 3 commissions, notamment décrispation, élections et gouvernance de la période intérimaire. Les évêques espèrent obtenir dès aujourd'hui un accord sur au moins l'un des points de divergence. Nous sommes autour d'une table pour résoudre un problème juridique, technique qui se pose au pays. Alors il ne faut pas que certains puissent se croire propriétaires du pays par rapport à d'autres. Autrement, c'est le désordre. C'est le bon sens le plus élémentaire. Alors que l'issue de la médiation menée actuellement par les évêques catholiques reste incertaine, lundi 12 décembre, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé une série de mesures restrictives en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 7 responsables congolais, officiellement pour violation des droits de l'homme. Ils disent également soutenir les initiatives pour rapprocher les positions et parvenir à un accord inclusif sur une transition menant le pays vers des élections pacifiques et crédibles dans les plus brefs délais. Madame Altermat, c'est véritablement le dialogue de la dernière chance qui se tient actuellement en République démocratique du Congo. Absolument. Et je souhaite bonne chance au peuple congolais qui ont subi beaucoup de problèmes, de meurtres, de viols. Les femmes qui sont devenues une arme de guerre. Il faut absolument qu'il y ait la paix au Congo. Et je comprends ceux qui disent, bah oui, M. Kabila a fait 2 mandats, il n'a pas organisé les élections, il n'a pas organisé la liste électorale. Est-ce que c'est en 1 an qu'il va le faire? Moi, je dis, donnons la chance à la paix et que les 2 parties puissent vraiment trouver un compromis.
Monsieur Ndiaye, que peut-on attendre de cette nouvelle session de pourparlers? Donc moi je pense qu'aujourd'hui le Congo est un peu à la croisée des chemins dans la mesure où c'est un conflit quand même qui date depuis très longtemps. Il faut savoir que la région des Grands Lacs est perturbée depuis pratiquement plus de 20 ans. Avec de manière générale par rapport au conflit qui s'est passé au Rwanda, au Burundi, etc. Aujourd'hui, je pense que M. Kabila a une chance historique de sortir par la grande porte de l'histoire en organisant des élections, on va dire, les plus démocratiques, transparentes qui soient. Mais surtout, moi, ce sur quoi je veux mettre le curseur, c'est le rôle qui est joué par l'Église catholique aujourd'hui dans le cadre de la Cinco. Et d'ailleurs, le rôle qui a été magnifié et félicité par l'ancien Premier ministre Edem Kodjo pour dire qu'aujourd'hui, il faut un dialogue inclusif, il faut un dialogue participatif et qu'on puisse se mettre d'accord sur le fichier électoral et ensuite mettre en place des élections. Alors Jean-Marie, il y a eu un premier dialogue politique en RDC, dialogue auquel l'opposition radicale a refusé de participer. Cette fois-ci, elle prend part aux concertations. Est-ce que vous pensez qu'elle est prête, cette tranche de l'opposition, à faire des concessions? Je pense que si l'opposition radicale est venue sur la table, c'est qu'elle compte participer, si vous voulez, à l'évolution de la vie politique en RDC. Ça, c'est un paramètre qui est très très important dans la mesure où aujourd'hui, pour qu'on ait vraiment une sécurisation de la scène politique gabonaise, congolaise, il faut que toutes les parties, si vous voulez, soient assises. Parce que si on laisse une partie de côté, vous aurez toujours des troubles parce que ce sont des partis qui continueront à contester les décisions qui ont été prises. Donc, de mon point de vue, il vaut mieux privilégier la dimension consensuelle. On a parlé de dialogue inclusif. Il faut inclure tous les Congolais, si vous voulez, à ces dialogues-là. Comme vient de le noter notre invité, c'est un conflit, si vous voulez, l'Afrique centrale est secouée par des relents de soulèvement depuis des années et des années. Il faudrait quand même que nos dirigeants prennent des leçons du passé, parce que le passé nous permet, si vous voulez, de mieux interpréter le présent et de pouvoir évoluer vers l'avenir. Donc, de mon point de vue, il est clair aujourd'hui, vous avez, lors de la première négociation, on a fixé 2018. Mais 2018, vous avez les gens, si vous voulez, qui sont en place, qui se disent que 2018, ça voudrait dire que M. Kabila reste en place, alors que l'opposition est contre du fait que M. Kabila reste en place. Justement, la grande question que les observateurs et que certainement le peuple congolais se pose actuellement, c'est quel est le rôle que jouera le président Kabila une fois le 19 décembre passé, date qui marque la fin officielle de son mandat. Quels sont les scénarios envisageables? Les scénarios, on a plusieurs scénarios envisageables, Graziella. Soit la première, c'est qu'on se dit, OK, on respecte la Constitution avant qu'elle ne soit remaniée. Parce qu'entre-temps, nous savons que vous avez l'interprétation de l'article 70 à l'article 75 qui font débat. C'est-à-dire, le gouvernement qui est en place se dit, dès l'instant qu'on a pris un accord, il vaut mieux laisser le président Kabila en place pour pouvoir organiser ces élections-là. Mais dès l'instant que vous avez une frange de l'opposition radicale qui ne veut pas que M. Kabila puisse continuer jusqu'en 2018. Et c'est à ce niveau-là que j'estime que le rôle de la société, si vous voulez, religieuse, à savoir les évêques au Congo, est très très important et nécessaire de manière en sorte qu'on puisse aboutir sur un consensus qui fasse en sorte que toute la société congolaise dans son entièreté puisse s'asseoir sans qu'il y ait contestation là-dessus. Donc vous avez ces deux possibilités-là. Soit on se dit alors, maintenant, le mandat de M. Kabila, on va prendre, si vous voulez, le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim. Ce sont les deux possibilités que nous avons à mettre en place. Et maintenant, c'est aux Congolais de mettre, comment dirais-je, ces stratégies politiques-là en place et non l'extérieur. On est sur une trame sur laquelle on est tombé d'accord sur 2018. Maintenant, là où le bas blesse, c'est est-ce qu'il faudrait que M. Kabila reste en place ou pas? Je ne pense pas que l'accord soit lié, si vous voulez, l'accord de 2018 des élections soit lié automatiquement, si vous voulez, au maintien du président Kabila. On a entendu un des membres de l'opposition là qui disait qu'ils ne peuvent pas accepter que M. Kabila reste là jusqu'au... Alors, si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre d'ici là, qu'est-ce qui se passerait en République démocratique du Congo dès ce lundi, Monsieur Ndiaye? Vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement? Donc moi, tout à fait. D'ailleurs, c'est de l'avis même de Lambert Mende, qui se trouve être le représentant de M. Kabila. Aujourd'hui, il me semble que le risque d'embrasement est quand même tout à fait, on va dire, non négligeable. Dans la mesure où la communauté internationale a prévenu pour dire, écoutez, aujourd'hui, il faudrait aller vers des élections très vite. Et la position, il me semble, de M. Etienne Tshisekedi n'est pas très tenable aujourd'hui.
Parce que moi, je pense qu'il faudrait arriver à des accords d'ensemble pour pacifier l'espace public congolais. Parce qu'aujourd'hui, notre collègue l'a dit, hein, le Congo souffre beaucoup de ce conflit-là. Les femmes, et ceux qui payent un plus lourd tribut, ce sont les femmes et les enfants qui sont violés, qui sont victimes de kidnapping, etc. Et aujourd'hui, je pense que le Congo, c'est un des plus grands pays d'Afrique, de par les gisements énergétiques minières dont son sol regorge. Et aujourd'hui, il me semble que, quand même, il faudrait qu'on arrive à mettre en place une sorte de deal politique. Aujourd'hui, nous, on est passé par là au Sénégal. Hein. À un moment, il faut faire appel à l'intelligence collective du pays, sous les auspices de la communauté internationale du moins, pour envisager les choses de manière beaucoup plus pérenne. Madame Altermat, je vois que vous avez envie de réagir, allez-y. Oui, tout à fait. Je ne connais pas très bien la constitution congolaise, mais que stipule-t-elle? Est-ce qu'en cas de refus de départ de M. Kabila, est-ce qu'il y aura un bureau de transition qui sera mis sur pied avec un président ou une présidente pour organiser les élections, ou c'est l'opposition qui va prendre en charge d'organiser les élections? Parce que ce volet-là non plus n'est pas très clair, parce que les listes électorales ne sont pas prêtes. Le recensement n'a pas été fait, on ne sait pas combien d'électeurs, combien vont voter, combien... Donc toutes ces questions-là doivent aussi être mises sur la table pour savoir qui va diriger la transition électorale et qui va organiser les élections démocratiques. Merci Madame Altermat. Dans l'actualité également, le Tchad a un nouveau code pénal. Il a été adopté ce lundi 12 décembre par le Parlement. La peine de mort est abrogée, sauf pour les cas de terrorisme. Les députés ont en revanche choisi de maintenir de faibles peines contre les homosexuels. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Mahama Ramadan. Les députés tchadiens ont adopté le projet du nouveau code pénal lundi 12 décembre 2016. La peine de mort est retirée du nouveau code, tandis que l'âge des filles au mariage est revu de 16 à 18 ans. Les autorités veulent ainsi être en règle vis-à-vis des conventions internationales signées par le Tchad. Les religieux qui se sont prononcés sur la peine de mort en fonction de l'islam, du christianisme ou du catholicisme, tout le monde s'accorde à dire que la vie humaine est sacrée, elle est inviolable. Il ne faut pas l'ôter. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie et l'ôter. Tous sommes d'accord. Il ne fait pas bon de tuer ceux qui tuent parce qu'eux également, ils ont droit à la vie. Selon le nouveau code pénal tchadien, l'homosexualité n'est plus un crime, mais devient un délit qui peut être traité en audience correctionnelle. La question de l'homosexualité qui est considérée généralement par les grandes puissances occidentales et par des cultures occidentales comme une affirmation des droits de l'homme et des libertés, la société tchadienne est réticente. Nous sommes une société très conservatrice, une société de grands pôles religieux musulmans et chrétiens, mais également même les religions traditionnelles répriment moralement cette question de comportement de l'homosexualité qui en réalité, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie, existe dans notre société. Le nouveau code pénal du Tchad a été applaudi par de nombreux citoyens. Son adoption par les députés clarifie la position du pays sur les débats d'opinion, notamment les questions de mariage précoce et d'homosexualité, condamnées par le texte. Monsieur Ndiaye, quelle appréciation faites-vous de ce nouveau code électoral qui vient d'être adopté au Tchad? Donc l'appréciation que je peux en faire, c'est l'appréciation d'abord d'un Africain, mais l'appréciation aussi d'un sociologue. Dans la mesure où nous sommes dans des pays où la religion est au début et même au firmament de tout processus de vie humaine en Afrique. Et aujourd'hui, on le voit avec l'adoption de ce nouveau code pénal tchadien qui remplace celui qui était là depuis 1967, qui était devenu obsolète. Et bon, il faut dire que ce code pénal comporte quand même pas mal d'avancées, on peut dire. En ce qui concerne l'interdiction du mariage des mineurs et aussi l'abolition de la peine de mort, sauf pour les terroristes, ils l'ont précisé. Mais il reste que la question de l'homosexualité est tout à fait problématique. Je peux dire qu'aujourd'hui, par rapport à la manière dont nos sociétés sont bâties, sont faites sur des cultures, sur des traditions ancestrales et qui rejettent toute forme d'accompagnement entre deux hommes ou deux femmes, aujourd'hui, nos pays ne sont pas encore prêts. Ne sont pas encore prêts, et j'insiste sur le mot, pour accepter, on va dire, des manières de faire, des manières de penser qui sont issues de cultures occidentales.
L'homosexualité passe tout de même de crime à délit. Est-ce que cela traduit une évolution des mentalités au Tchad, Madame Altermat? Oui, tout à fait. Disons quand même bravo au nouveau code, parce que nous savons que les mariages précoces sont un fléau dans certains pays d'Afrique où les jeunes filles, quand elles sont mariées, elles tombent enceintes et vous savez que le bassin n'est pas encore élargi à 18 ans, à 16 ans, à 14 ans. Maintenant, c'est passé de 16 ans à 18. Je me demande la majorité, c'est à quel âge? Si c'est à 18 ans, tant mieux. Mais entre ce qui est sur les textes et ce qui est réellement fait sur le terrain, c'est deux choses différentes. Quand une loi est promulguée, est-ce qu'il y a des gens qui vérifient que ces lois-là sont suivies, elles sont appliquées et applicables? Parce que dans des villages, au fin fond des villages, je me vois mal la tradition qui va être respectée et que les jeunes filles ne soient pas mariées à l'âge de 12 ans. Tout ce qu'on demande, c'est que ça soit respecté. En ce qui concerne l'homosexualité et qui passe de crime à délit, bon, vous savez, la frontière est tellement mince. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Je ne me prononce pas parce que, bon, on va me dire, bah oui, tu as un regard de femme occidentale, mais je me dis, est-ce qu'on est homosexuel ou bien est-ce qu'on le devient par la culture, par les fréquentations ou par autre chose, ou par l'influence occidentale aussi, n'oublions pas, qui déverse certains films, certaines images, certaines mœurs qui, ici chez nous, sont tout à fait normales et que là-bas, les gens trouvent que c'est abominable ou que c'est contre nature. Moi, je ne me prononce pas. Alors, Jean-Marie, les pressions internationales en termes de protection des minorités a peut-être aussi compté dans l'adoption de ce code pénal. Le code pénal concernant, si vous voulez, l'homosexualité, je dis toujours sur ce plateau, il y a une dimension très très importante qu'il faut privilégier dans nos espaces, dans tous les espaces dans le monde entier, qui est la dimension culturelle. Dès l'instant que vous avez une société qui est installée, là, des pratiques culturelles, et ces pratiques culturelles-là correspondent, si vous voulez, à la manière dont les individus perçoivent l'avancement de leur société. Donc l'homosexualité, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, ce n'est pas une pratique qui est vraiment, vraiment africaine en tant que telle. Bien qu'on sache que les homosexuels existent dans la société, il faut bien protéger les minorités, mais il faut donner le temps à la société de pouvoir voir toutes les franges de la société et de voir ce qui est bien dans cette société-là, que ce soit imposé par l'Occident. Les pays africains dont nous parlons là, il n'y a pas uniquement que les pays africains, nous pouvons aller en Asie. Ces pays-là, si vous voulez, n'ont pas la même éducation que les pays occidentaux en tant que tels. Maintenant, qu'on vienne imposer ça aux Africains, parce que, si vous voulez, internationalement, ça a été voté, ça voudrait dire, de mon point de vue, quelque part, qu'on est en train de ne pas respecter la culture africaine en tant que telle. Laissons les Africains y aller progressivement, pouvoir comprendre les choses, parce que l'homosexualité aujourd'hui chez nous en Afrique était dans un premier temps considérée comme étant un crime, comment dirais-je, comme étant quelque chose de non naturel, alors que bon, contre nature, merci Graziella, comme étant quelque chose de contre nature, mais on s'aperçoit au fil du temps que c'est pas quelque chose de contre nature. Et il y a Madame Altermat qui a aussi soulevé une dimension là, c'est que est-ce qu'on l'applicabilité, si vous voulez, de ces lois-là. Il vaut mieux voter une loi et en faire, comment dirais-je, l'éducation au peuple par rapport à ce qui se passe. Donc, à partir de là, j'estime que c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais il faut se dire une chose, c'est que nos sociétés sont très, très, très religieuses en tant que telles. Donc, les ouvreurs comme ça, là, il n'y a pas que les sociétés africaines. Si vous allez, comment dirais-je, dans les sociétés moyen-orientales, c'est pas du tout, si vous voulez, c'est exactement la même pratique que vous retrouvez là-bas. Donc l'Afrique n'est pas une exception là-dessus. Merci Jean-Marie. Autre point, c'est la peine de mort qui reste maintenue pour les terroristes. Monsieur Ndiaye, quel est votre point de vue sur cette question? Bon, par rapport à la peine de mort, moi je suis très à l'aise, parce que vous savez, une société génère plusieurs types de violences, dont les violences symboliques, les violences politiques, économiques et même les violences financières. Et aujourd'hui, le taux de criminalité est quand même en hausse sur notre continent. Moi, je peux vous parler du Sénégal, puisque c'est notre pays. Récemment, on a assisté à une vague de crimes dans les maisons où on vient égorger des bonnes dames qui sont chez elles. Et si vous allez, je viens de l'agglomération pikinoise, la banlieue de Dakar, le taux de criminalité, il n'y a pas un seul jour où on n'entend pas des crimes. Cela a d'ailleurs relancé le débat sur la peine de mort. Des crimes de sang, voilà. Donc aujourd'hui, la société sénégalaise, elle est partagée. Donc il y a, on va dire, les philanthropes et les autres qu'on peut considérer comme étant des gardiens du temple.
Bon, pour ma part, je pense que quand il y a autant de crimes, il faudrait peut-être agir. Et pour agir, il faut se servir de la loi. Il me semble que la peine de mort ne résout pas tout, mais elle pourrait contribuer à dissuader cette personne qui serait tentée par attenter à la vie de l'autre. Comme l'a dit tantôt dans un de nos éléments, un prêtre, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de donner ou de ôter la vie d'un être humain. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut considérer, c'est que la peine de mort, c'est une demande sociale des populations. Et dans le cadre des compétences régaliennes de l'État, je pense que les gouvernements sont obligés de sévir et de garantir la sécurité des personnes et des biens. Merci Monsieur Ndiaye. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. Tout de suite.